Favre va me rejoindre à présent, directeur général de OP Mobility. Alors, Laurent Favre, directeur général d'OP Mobility, s'installe. Bonjour Laurent, vous venez d'intervenir sur la vérité. Comment est-ce que vous appréhendez ce thème de la vérité ? De la façon comme un dirigeant doit l'aborder, j'imagine. C'est-à-dire à savoir que sans vérité, il n'y a pas de décision qui vaille. On vit dans un monde où tout va plus vite. Un monde, on a parlé du bruit qui parfois étouffe la vérité en permanence. Et puis un monde où les vérités sont multiples en fonction des pays, en fonction des situations. Et donc la nécessité en permanence pour le dirigeant d'être à l'écoute des vérités en fonction des pays, en fonction des situations, des perspectives. Et je pense, en tout cas c'est ma conviction, la nécessité pour le dirigeant de se réinventer et de plus que jamais de parler de leader plutôt que de dirigeant. C'est plus celui qui dirige, qui décide de tout. C'est celui qui écoute, voilà. qui écoute, qui crée les conditions pour que les équipes s'expriment, pour que la vérité circule vite, et pas selon les organigrammes, mais à la vitesse à laquelle le monde avance. Et puis qui essaye d'assembler les parties du puzzle, les pièces du puzzle pour que l'entreprise avance. Donc ça a un impact fort, je pense, sur le rôle du dirigeant, qui devient un leader, un vrai leader, quelque part, et sur la culture d'entreprise. C'est ce que vous faites au sein d'OP Mobility ? C'est ce qu'on essaye de faire avec beaucoup d'humilité, parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en cause, on a toujours des hiérarchies évidemment dans notre entreprise comme tout le monde, mais on essaye de faire en sorte qu'on dépasse certaines hiérarchies, dépasse les organigrammes, justement pour avoir une culture plus agile, basée sur la confiance. Et c'est mon travail de créer les conditions pour que les collaborateurs se sentent en confiance et pour que la vérité ou les vérités circulent le plus rapidement possible. Justement, quel est l'avenir de la mobilité ? Justement, je pense qu'il n'y a pas un avenir de la mobilité, il y a l'avenir des mobilités. Et c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vient d'une mobilité plus ou moins unique. Tout le monde avait une voiture qui fonctionnait à l'essence, avec une technologie de moteur à combustion, et on essaie de rechercher quelle est la solution de demain. La solution de demain, ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels, ou des usages, ou des infrastructures, ou de la façon dont on produit l'énergie. Il y a des pays dans lesquels il y aura beaucoup de voitures à batterie électrique, il y en a d'autres dans lesquels, ou pour certains usages de distance, on va faire des véhicules hybrides, des carburants alternatifs, de l'hydrogène. Donc il faut accepter qu'il n'y aura pas une réponse à cet enjeu qui est évidemment de décarboner la mobilité et qu'elle reste abordable, parce qu'à la fin des fins, la mobilité, c'est un droit de chacun. Donc il y aura des solutions technologiques qui dépendront des usages, qui dépendront des pays, qui dépendront des infrastructures, parce qu'on est intimement lié à ce qui se passe dans l'énergie, dans les matières premières, dans les tensions géopolitiques, etc. Donc il n'y a pas une réponse, il y a des réponses. Et si on arrive à accepter ça, déjà, on aura fait un grand pas. Vous parlez des tensions géopolitiques, justement. C'est un atout actuellement de produire local, ce que vous faites, de toute cette logistique locale dont vous disposez ? Alors nous, on est présent dans 28 pays, on a 150 usines, donc on est un peu partout dans le monde. C'est ce qui fait votre force aujourd'hui, non ? Oui, ce qui est très bien, ça nous permet de voir ce qui se passe aussi dans les différents pays du monde. Et notre modèle d'affaires, c'est de se dire, c'est quelque chose qu'on conçut depuis très longtemps, c'est que finalement, il faut produire là où on vend. Parce que c'est ce qui est le sens de l'histoire, j'allais le dire. On est dans un monde qui se fragmente. Les tensions géopolitiques, c'est pas d'hier. Les tarifs arrivent en plus. Et puis, si on veut des chaînes logistiques qui soient les plus décarbonées possibles, c'est une évidence qu'il faut essayer de produire là où on vend. Donc, on a un modèle d'affaires, qui est extrêmement localisé. Alors, vous avez une usine dans l'Oise dans laquelle vous fabriquez des réservoirs à hydrogène. Est-ce un marché toujours aussi prometteur ? C'est un marché auquel on croit, encore une fois, la question de la vérité, et qui prend du retard, malheureusement. En tout cas, il prend du retard en Europe. Il continue à avancer comme prévu, j'allais dire, en Chine. C'est normal, c'est dans le plein quinquennal. Ils créent les conditions, ils produisent de l'hydrogène vert, ils ont l'infrastructure, etc. En Corée, au Japon, en Europe, ça prend un peu de retard parce qu'on a du mal à créer tout l'écosystème. Donc nous, on fait des réservoirs à hydrogène pour des bons clients comme Alstom, qui fait des trains à hydrogène, pour des fabricants de camions. Malheureusement, le marché décolle avec un peu de retard parce que l'infrastructure n'est pas prête, parce que la production d'hydrogène verte n'est pas encore au niveau. Donc ça va prendre du temps, mais ça va venir. Mais encore une fois, pas contre la batterie, en complément de la batterie pour certains usages. Je pense aux camions, aux trains, usage intensif. En France, une voiture coûte 14 fois le salaire moyen. C'est beaucoup moins aux États-Unis. Comment est-ce qu'on va faire pour baisser les coûts ? Est-ce que c'est l'IA qui va jouer un rôle ? Je pense qu'il y a un double problème. Il y a un problème globalement
du pouvoir d'achat en France, en Europe par rapport aux États-Unis. Ces dernières années, il y a un décrochage malheureusement assez important de l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc globalement, les Américains, entre guillemets, ont un pouvoir d'achat plus élevé que les Européens. Et puis après, on a en Europe une réglementation qui est une très forte contrainte sur la mobilité. On a des réglementations sur la sécurité, on a des réglementations sur les réductions des émissions de CO2, sur les microparticules dégagées par les pneus. Donc à chaque fois, on part d'un sentiment qui est noble, de vouloir rendre la mobilité de plus en plus décarbonée ou de plus en plus en ligne avec les enjeux planétaires. Par contre, ça rajoute de la technologie, ça rajoute du prix, ça rajoute du coût et ça rend la mobilité de moins en moins accessible. Et l'effet pervers, c'est que le parc, donc les voitures qui roulent en France, ont 13 ans de moyenne d'âge, en Europe 12. Et il faut 15 à 20 ans pour renouveler le parc. Donc le parc n'a jamais été aussi vieux, donc il pollue. Et les nouvelles mobilités sont malheureusement pas en ligne avec le pouvoir d'achat des citoyens ou citoyennes français ou européens. Merci beaucoup, Laurent Favre, directeur général de OP Mobilité. Merci beaucoup.